Après les navigateurs vinrent les conquérants, qu'on appelle les conquistadors d'après le mot espagnol. Ils vont découvrir en Amérique des civilisations qui se ressemblent, qu'on confond un peu. Certaines sont très anciennes et d'ailleurs disparues, comme les Olmèques qui avaient existé de 2500 à 500 avant Jésus-Christ, ou encore les Toltecs qui, eux, avaient existé de 900 à 1200 après Jésus-Christ. Celles qui existent encore, ce sont les Mayas et les Aztèques au Mexique et les Incas en Amérique du Sud, car le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Et ces empires, Aztèques, Mayas et Incas, ne sont pas très anciens, en fait ils viennent de se constituer. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos de Noguer, routiers et capitaines, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ces aventuriers, que décrit José María de Heredia, lui-même descendant de conquistadors, le plus célèbre c'est Cortés. Il avait pris part à la colonisation de Cuba, mais s'y était trouvé apparemment à l'étroit, et il était reparti avec 11 navires. Il avait longé la côte du Yucatan, c'est le pays où se trouvent les Mayas. Et puis il fonda l'établissement de Veracruz, qui lui servit de base de départ et qu'il quitta en sabordant ses navires. Il était accompagné de gaillards quelquefois un peu turbulents, et il craignait que ceux-ci, en l'absence de leur chef, ne décampent tout simplement. Et l'empire aztèque, qui règne sur l'essentiel du Mexique, n'existait pas depuis très longtemps. Il avait monté en puissance au cours du XVe siècle et il venait d'atteindre son apogée. Il continua même un peu de s'étendre au cours de la conquête espagnole. Cet empire régnait sur des peuples soumis qui lui payaient un tribut, mais en nature, car l'usage des monnaies était inconnu. On payait en peau de jaguar, en plumes d'oiseaux rares et bien sûr en or, parmi toutes sortes d'autres produits. L'or était d'ailleurs le seul métal que les Indiens savaient travailler. Ils ne connaissaient pas, à part cela, la métallurgie. Ils se servaient d'armes qui étaient faites dans une pierre très dure, l'obsidienne. Cortés commença par affronter les Indiens, mais assez vite, il s'entendit avec eux, car tous ces peuples soumis ne demandaient qu'à se révolter contre l'empire aztèque. Et c'est ainsi qu'il marcha contre la capitale de cet empire, Tenochtitlan, qui deviendra par la suite Mexico, à la tête d'une armée qui comprenait 20 000 guerriers indiens. Donc une petite minorité d'Espagnols au bout du compte. Une fois à Tenochtitlan, Cortés chercha à s'entendre avec l'empereur aztèque qui s'appelait Moctezuma II. Mais il finit par le retenir captif, car il avait appris que Moctezuma, qui l'avait accueilli triomphalement avec beaucoup d'égards, méditait en fait de faire massacrer tous les Espagnols. De toute façon, l'entente entre ces Espagnols et ces Indiens aztèques était difficile parce que les Espagnols furent horrifiés par ce qu'ils découvrirent, et notamment que les magnifiques pyramides qu'on admire encore aujourd'hui étaient en fait le siège de sacrifices humains, et non pas de sacrifices humains individuels, une fois de temps en temps, mais de sacrifices de masse. On arrachait le cœur des victimes, hommes, femmes et enfants, et d'ailleurs on menait des guerres pour aller chercher des captifs à sacrifier. Mais Cortés dut retourner à Veracruz, car Charles Quint avait donné l'ordre au gouverneur de Cuba de l'arrêter. Cortés alla donc s'expliquer, il restaura son crédit et put revenir à Tenochtitlan. Mais là, il trouvait une situation fort dégradée, les Espagnols étaient assiégés dans la ville. Et Moctezuma II fut tué. On ne sait pas encore aujourd'hui s'il a été tué par son propre peuple ou par les Espagnols. Le résultat, c'est en tout cas qu'il était mort. Il y eut encore un dernier empereur aztèque, Cuauhtémoc, qui fut exécuté en 1524. Et dès lors, le Mexique passa sous la domination espagnole. Le conquérant de l'empire Inca fut un cousin de Cortés qui s'appelait Pizarre, qui partit pour le Pérou en 1531 à la tête d'une troupe de 183 hommes et 37 chevaux. Je parle des chevaux car les chevaux étaient inconnus en Amérique. Ils avaient été importés par les Européens. Ils faisaient très peur aux Indiens, dit-on. Ce qui leur faisait aussi assez peur, c'était les arquebuses et les canons. Et ça ne fait pas seulement peur, ça fait aussi très mal. L'empire Inca, lui aussi, s'était constitué récemment, au XVe siècle. Il allait de la Bolivie au Chili le long de la côte du Pacifique. Il s'étendait ainsi sur la côte parce qu'il était gêné pour son extension vers l'est par la cordillère des Andes. Et tout un réseau de routes convergeait à travers les montagnes jusqu'à la capitale de cet empire très centralisé. Cette capitale était Cusco. Toutes ces routes étaient magnifiques, mais les Indiens d'Amérique ignoraient l'usage de la route, si bien qu'elles étaient parcourues par des hommes qui galopaient d'un bout à l'autre de l'empire pour y porter les nouvelles. Et puis les marchandises étaient transportées aussi à dos de lamas. Et chez les Incas, Cortés profita d'une guerre civile qui avait lieu entre les deux fils du défunt empereur, qui était mort en 1529. Ces deux fils étaient Huascar et Atahualpa. Ce dernier, Atahualpa, fut exécuté en 1533. Charles Quint ne fut pas du tout content de cette exécution, il protesta, mais il était très loin et cette protestation vint bien sûr trop tard. En 1534, Pizarre fit son entrée dans la capitale Cusco, où se trouvait le temple du soleil. Et bien sûr, ce temple servait aussi de siège à des sacrifices humains.
Mais les abus des frères Pizarre, car Pizarre était venu avec ses frères, mécontentèrent les Espagnols et suscitèrent aussi des révoltes parmi les Indiens. Et c'est ainsi que Pizarre fut assassiné en 1541. Néanmoins, en 1543 fut érigée la vice-royauté du Pérou avec pour capitale Lima. La conquête du Brésil fut assez différente. C'était un pays beaucoup plus sauvage, où les conquérants firent des découvertes intéressantes, notamment que le cannibalisme s'y pratiquait avec entrain. Miam miam. Et de ces colonies, l'or va affluer vers les métropoles Espagne et Portugal. Les célèbres galions espagnols chargés de doublons d'or, qui seront l'objet de la convoitise des pirates ainsi que des corsaires anglais, français ou encore hollandais. Mais il n'y a pas que l'or, c'est aussi le début du commerce colonial. Le café, le cacao, le tabac, le sucre de canne, le caoutchouc. Mais il y eut un problème, c'est que la population diminua. Certains disent même qu'elle s'effondra. La cause en fut notamment les maladies inconnues des Indiens contre lesquelles ils n'étaient pas prémunis. La variole, la rougeole ou tout simplement la grippe. Mais dans quelle proportion cette population diminua-t-elle? Certains auteurs avancent une proportion de 90%. Le problème, c'est que les chiffres de la population avant la colonisation oscillent entre 8 millions et 112 millions d'habitants, donc un écart fantastique. On ne voit pas très bien quelles statistiques on peut établir à partir de tels chiffres. En réalité, il y a eu une baisse de la population, mais aussi une illusion d'optique. Les conquérants sont arrivés dans les villes. Et à la suite des conquêtes, les villes se sont vidées. Mais en tout cas, le résultat, c'est qu'on manquait de main-d'œuvre pour travailler non seulement dans les mines, mais aussi dans les plantations, les moulins de canne à sucre, etc. Et on fit donc venir des esclaves qu'on allait acheter sur les côtes de l'Afrique. On les achetait aux Africains eux-mêmes ou aux Maures qui pratiquaient ce commerce. Et cela malgré la condamnation du pape Paul III, c'est le même pape qui a convoqué le Concile de Trente, qui en 1537, dans une lettre pastorale, non seulement critiqua beaucoup les mauvais traitements infligés aux Indiens, mais rappela que c'étaient des êtres humains qu'ils avaient par conséquent une âme. Et des ecclésiastiques se chargèrent de convertir ces âmes au christianisme. Et les Indiens abandonnèrent bien volontiers leur Dieu cruel et assoiffé de sang. Le premier évêque de Mexico fut Jean de Zumarraga. C'est lui qui reconnut les apparitions de la Guadalupe. Mais le plus célèbre des prêtres qui s'intéressèrent aux Indiens est Bartolomé de Las Casas. Il est connu notamment pour avoir pris part à la controverse de Valladolid en 1550. On raconte que cette controverse avait pour but de savoir si les Indiens avaient ou non une arme. Bien entendu, ça n'était pas du tout le but. C'était une conférence convoquée par Charles Quint destinée à faire le point sur toute cette colonisation qui avait commencé au début de son règne et dans laquelle il souhaitait mettre un peu d'ordre, car les conquistadors étaient loin de l'œil du maître et agissaient parfois, et même souvent, à leur guise. Il existe toute une légende noire de cette colonisation, notamment espagnole. En effet, elle se déroule à un moment où commencent en Europe les guerres de religion. Celle-ci oppose les Habsbourg d'Espagne, Charles Quint, puis Philippe II, d'une part à la maison de Nassau, aux Provinces-Unies, représentée par Guillaume le Taciturne, et d'autre part à l'Angleterre. On se rappelle que l'invincible Armada, en 1588, menaça l'Angleterre d'Élisabeth Ier. Il se trouve que cette maison de Nassau finit elle-même par accéder au trône d'Angleterre en la personne de Guillaume III d'Orange-Nassau en 1689. Et au long de ces conflits fut publiée toute une littérature de combat, des pamphlets et des libelles destinés à noircir les Espagnols. Et le fait est qu'encore aujourd'hui, certains considèrent ces pamphlets comme des sources historiques, qui ne sont pas du tout.